Bonjour à tous, mon nom est Muriel Toiti, je suis la présidente du Technion France. Qu'est-ce que c'est le Technion France? C'est la représentation du Technion, qui est la première école d'ingénieurs en Israël, qui est à la genèse même de l'écosystème israélien, l'écosystème de start-up. C'est une université qui a été fondée en 1924 sous l'impulsion d'Albert Einstein, dans l'idée, dans la vision de créer un pays, son infrastructure, son génie civil, sa sécurité, sa santé. Le Technion France est la représentation française qui a un rôle majeur, qui a d'abord été fondée en 2002 dans le but de créer des ponts intelligents, en tout cas je l'espère, entre l'écosystème français de façon très transverse et l'écosystème du Technion. Alors ça veut dire quoi des ponts intelligents? C'est créer des partenariats stratégiques avec notamment les grands groupes industriels du CAC 40, les grands groupes cotés, mais aussi les PME, les startups et toute l'académique, autrement dit les universités, les écoles d'ingénieurs, mais également les territoires intelligents et les régions de France. Je dois dire que c'est la première fois que j'anime une table ronde. J'interviens beaucoup, mais c'est la première fois que je fais cet exercice. C'est extrêmement sympathique, surtout que j'ai la chance d'avoir avec moi 3 amis. En fait, on devait être 5 à cette table ronde. On devait avoir avec nous le Grand Est par Caroline Porot. On devait également avoir avec nous Abdelhakim Artiba, qui est le président de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Hélas, ils ne peuvent pas venir. En revanche, j'ai la chance d'avoir avec moi mon ami Denis Thuriot, maire de Nevers et président de l'agglomération. On ne le présente plus et je dois dire juste, mais on en parlera tout à l'heure, que Denis connaît parfaitement l'écosystème israélien pour avoir d'abord visité moult fois le Technion et engagé des délégations de Nevers et de la région. À ses côtés, un autre ami, Yann Dubosc, maire de Bussy-Saint-Georges, l'excellent maire, tout comme Denis, de Bussy-Saint-Georges, qui fait des choses absolument exceptionnelles en matière d'innovation, de recherche et d'innovation et de progrès sur son territoire. Yann connaît également le Technion, puisqu'il y a 2 ans, il m'avait fait l'amitié de se joindre à une délégation que j'avais organisée. Nous sommes en train de regarder de façon très précise avec Yann comment connecter l'université Val-de-Marne et le territoire qu'il occupe avec le Technion sur des sujets très pointus. Et enfin, last but not least, Michel Anger, le maire de Shawinigan au Québec. Lui aussi est un ami, lui aussi connaît le Technion puisqu'il est venu l'année dernière, non cette année même avec une délégation s'inspirer du modèle d'innovation israélien, c'est-à-dire cette capacité finalement à faire de l'excellente recherche fondamentale qui glisse sereinement et de façon profondément décomplexée à la recherche appliquée pour créer de la valeur ajoutée par la valorisation et le transfert de technologies. Alors il est vrai que l'écosystème israélien est un écosystème interconnecté, très horizontal, où la start-up est l'or noir. Je dis toujours que finalement l'innovation est le pétrole dans ce pays puisqu'il n'y a pas de ressources naturelles. Tout est capitalisé sur les cerveaux, d'où l'importance des universités et des écoles d'ingénieurs, mais également des incubateurs, des accélérateurs, des venture capitalistes, parce que sans des fonds et des financements privés, on ne peut rien faire, mais également cet écosystème des 350 grands groupes globaux qui ont choisi de positionner leur centre de recherche et de développement en Israël pour bénéficier de la qualité de la tech israélienne, donc des ingénieurs, mais également parce que le gouvernement israélien, que moi j'appelle le premier venture capitaliste, parce qu'il prend des risques en mettant des billes dans l'innovation avec un retour sur investissement probable, a choisi d'attirer ces grands groupes, Yahoo, Alibaba, Google, Facebook, IBM, Cisco et j'en passe, en faisant quelque chose de très important, c'est-à-dire ils ne payent pas l'impôt sur la plus-value. Et cette incitation fiscale, en effet, attire beaucoup. Et c'est ce que Michel Anger est venu découvrir avec nos amis au Technion. Alors, on va revenir maintenant que j'ai fait cette introduction sur le rôle du Technion France. Le rôle du Technion France, c'est absolument essayer de créer ce go-between avec ce que moi je pensais à la genèse de culture de recherche, de culture d'innovation qui se raisonnaient, qui se pensaient peut-être incompatibles, de les réunir ensemble sur des sujets d'excellence et sans compromis avec l'excellence, et surtout sur des sujets d'intérêt commun, pour que des 2 rives de la Méditerranée, il y ait un vrai retour sur investissement. Et c'est comme ça qu'en allant sensibiliser les uns et les autres, de l'industrie, de la start-up, de l'académique, de la recherche, du politique, des médias,
j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée me balader dans toutes les régions de France. Et il est vrai que Nevers fut une des premières régions où j'ai choisi de me positionner. Alors je vais laisser parler maintenant mes amis et je vais leur donner à eux la parole parce que moi je ne suis pas objective. Moi je peux vous raconter une belle histoire mais vous n'êtes pas obligés de me croire. En revanche, eux vous allez les croire et je vais leur donner la parole chacun d'entre eux en leur demandant finalement en quoi le Technion France a été pour eux une valeur ajoutée de pouvoir justement être exposés à cet écosystème israélien auquel ils ne pensaient peut-être pas auparavant, et quelles ont été également les approches concrètes, parce que l'idée, c'est pas faire du virtuel, et c'est pas de parler, c'est pas être dans la théorie, c'est être dans le savoir-faire, et de faire de ces partenariats quelque chose de l'ordre du concret, comment cela s'est matérialisé, et aussi, je rajouterai un autre ingrédient, c'est la dimension culturelle. Comment vous, finalement, qui ne connaissiez pas nécessairement ce pays et Israël, vous avez ressenti ce pays, ressenti cette culture, ressenti les uns et les autres dans leurs différences. Et est-ce que ça a été difficile ou facile pour vous de travailler avec les Israéliens? Denis, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes trois mères intéressées par Israël et ce que vient de rappeler Muriel Toiti, je le confirme. Moi, en ce qui me concerne, à titre personnel, j'ai découvert Israël en 2016. Depuis, nous y sommes allés, je crois, entre 8 et 10 fois. Donc voilà, ça permet de mieux comprendre et au-delà des problèmes géopolitiques, on n'est pas là forcément pour régler, même si nous sommes aussi allés en Palestine. Et d'ailleurs, nous avons financé des robots qui sont actuellement dans une école avec l'Alliance française, dans une école de Bethléem. Et nous allons envoyer quelqu'un pour former les enseignants sur l'initiation à la robotique, puisqu'à Nevers, nous intégrons la robotique dès la 3e année de maternelle dans les écoles également élémentaires après pour l'apprentissage au codage. Donc voilà, moi ce que j'en ressens par rapport à ces différents déplacements, c'est déjà un pays finalement où beaucoup de choses se passent, et beaucoup de choses se passent de façon, Muriel l'a dit, je pense que c'est le mot très décomplexé, c'est-à-dire que tout peut être osé. Je vois dans l'assistance quelques entreprises qui, soit que j'ai rencontré là-bas, soit qui ont décidé après m'avoir accompagné aussi de poursuivre des liens. C'est un pays qui finalement est très ouvert, et je trouve que pour être allé plusieurs fois dans des missions du Technion, l'excellence est portée, mais l'excellence est portée de façon très simple. Et d'ailleurs, les relations avec les Israéliens sont très simples. Par contre, il faut être très pratico-pratique. Voilà, les discours, c'est bien, on en fait ce matin, mais il y a aussi de l'action, il y a aussi des démonstrations à côté. C'est un peu le symbole de cela. C'est-à-dire qu'on se rencontre, et ça a été le cas aussi avec Muriel, et de ces rencontres naissent après des liens de travail, des liens de réflexion, mais aussi des liens d'amitié, parce que c'est un peuple très attachant. Je le dis très franchement, parce que c'est comme ça que je le ressens. D'ailleurs, si je n'avais pas ce ressenti, je n'y serais pas forcément allé de si nombreuses fois. Après, y aller, c'est aussi rencontrer des gens qui se sentent capables de tout. Et parfois, je pense que c'est un frein en France où on n'ose pas. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté qu'est Israël. Il y a d'autres choses aussi dont nous disposons ici en France. C'est pas ça l'idée. Mais en tout cas, tout est fait pour que les gens tentent, osent. Et peut-être la culture de l'échec qu'on commence à avoir en France en disant que c'est pas forcément un drame, mais c'est une expérience. Là-bas, je pense que c'est acquis depuis très longtemps. Et j'ai le sentiment aussi, pour avoir échangé avec des étudiants israéliens ou des enseignants du Technion, je précise aussi, grâce à Muriel, que le Technion m'a décerné mon nom de l'agglomération, sa médaille, donc on est très honoré, on fait partie de la famille à Nevers. Eh bien, voilà, on sait qu'il y a des prix Nobel qui sortent régulièrement du Technion et que des étudiants qui y vont tout simplement, et ils aspirent parfois à se dire pourquoi pas moi. Et ça, je trouve que c'est voilà, c'est fantastique, parce que n'avoir peur de rien, ça ouvre beaucoup de champs des possibles. Et pour une collectivité, évidemment, on s'y retrouve dans nos échanges humains avant tout, et puis aussi dans nos aides à l'implantation d'entreprises. L'ITRI qui symbolise l'innovation qu'on a voulu porter dès 2014 à Nevers, SolarITRI, et je salue Simon Abou qui est présent, qui représente cette société. Aujourd'hui, on a des liens de travail. On a été la première ville en Europe à en implanter un, maintenant même deux. Je rappelle que vous pouvez aller faire un petit tour entre deux gouttes de pluie, mais il faut de la pluie, hein, il faut de l'eau. Et c'est pas Israël qui va me dire le contraire, il faut de l'eau. Et donc Israël est très en avance aussi sur le développement durable, faute de ressources naturelles suffisantes, sur le traitement de l'eau de mer, sur le traitement de l'eau de l'assainissement. Et ces enjeux-là dont on ne s'occupait pas en France, ce sont des enjeux qui vont être majeurs, j'ose pas dire dans les années qui viennent, mais dans les mois qui viennent, la récupération de l'eau de pluie, le traitement des eaux usées. Donc on a beaucoup à apprendre aussi sur l'utilisation des ressources naturelles. Donc utiliser des véhicules québécois, pour aller voir l'ITRI israélien depuis Nevers,
Et je terminerai ma première intervention là-dessus. Muriel, finalement, Yann Dubos, qui à mes côtés nous a accompagnés aussi, et puis Michel Anger. Michel Anger a décidé d'aller au Québec, à Nevers, après avoir rencontré Muriel à Nevers, Israël. Et donc c'est ainsi que finalement, j'ose pas dire que Nevers est une plaque tournante, mais pas loin. Et en tout cas, nous sommes un pourvoyeur aussi de liens, y compris avec la Côte d'Ivoire qui n'est pas là aujourd'hui, puisque nous sommes sur un civil national, qui le sera peut-être à Shawinigan. Mais en tout cas, voilà, c'était assez curieux de voir que toutes ces relations entre pays, voire entre continents, se sont scellées ici à Nevers, j'ose le dire, parce que c'est la réalité. Mais tu peux plus qu'oser le dire, parce que c'est une réalité absolue. Et tu parlais de la Côte d'Ivoire, souviens-toi, c'est ici où j'ai rencontré la ministre l'année dernière, que j'ai embarqué avec nous à la dernière mission, et avec elle, nous allons travailler. Ce que disait Denis, en fait, moi, je retiens quelque chose de majeur, et je le connais parfaitement, puisque je suis aussi israélienne, c'est la notion de culture. Et finalement, ce qui était intéressant pour moi, mais aussi avec nos amis, c'était de rapprocher, comme je vous le disais tout à l'heure, ces deux cultures qui se pensaient fondamentalement incompatibles, mais qui avaient tout à faire ensemble. En tout cas, dans l'excellence et le progrès pour tous et partagé par tous. Mais au-delà de ça, c'est aussi s'inspirer de modèles. Et quand Denis parlait en effet de la notion d'échec, alors moi je ne parle pas d'échec, je parle d'essai. Je dis, on transforme un essai en réussite. Et vous savez quoi, en Israël, et je parle sous le contrôle de Simon, si vous n'avez pas, échoué une fois, deux fois, trois fois, eh bien un investisseur ne va pas vous regarder. C'est-à-dire que, je dirais presque plus, l'échec est gage de réussite. Donc vous voyez sur le plan structurel de la pensée, du comportement, ô combien c'est différent. Mais ça s'explique. Ça s'explique comment? Petit pays qui fait de grandes choses, pas plus de 71 ou 72 ans, dans un environnement, allez, disons-le, même si je ne le touche pas, géopolitique plutôt hostile, donc qui a été façonné à l'adversité. Ce sont tous des bébés de la résilience, les Israéliens. Et comme il n'y a pas de ressources naturelles, ils sont obligés, comme je le disais, de capitaliser sur les cerveaux et donc s'autosuffire par l'innovation. S'autosuffire par la start-up, c'est une question presque de vie ou de mort, autrement dit, de survie. Et c'est pour ça, Denis, qu'ils anticipent les innovations de demain. C'est pour ça que pour eux, le futur, c'est déjà hier, parce qu'ils sont obligés d'être dans l'anticipation pour pouvoir s'inscrire, j'allais presque dire, au premier rang des nations pour pouvoir être positionnés à l'échelle globale et internationale et puis réussir dans les innovations qui traitent de ce que nous traitons ici, depuis la santé, la robotique, les traitements d'eau usée avec l'eau, l'énergie renouvelable, la blockchain, mais également tous les sujets transverses de l'intelligence artificielle. Je passe à mon ami Yann. Alors Yann, on s'est rencontrés également il y a maintenant plus de 2 ou 3 ans, me semble-t-il. C'était aussi un coup d'amitié. En fait, il l'a dit, Denis, et je pense que Yann le confirmera, tout est une question d'humain. Surtout quand on parle de culture parfois différentes. Quand l'humain se rencontre et quand il y a cette alchimie magique, cette étincelle de l'humain, tout peut se passer sans compromis en revanche avec l'excellence et les valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose de... Les valeurs et l'éthique sont très importants. Et avec Yann, en effet, on s'est rencontrés. On a commencé à discuter sur des sujets plutôt recherche et académique avec l'université Val-de-Marne, à Marne-la-Vallée. Tu es venu au Technion, donc moi j'aimerais t'écouter sur ton ressenti, d'abord sur Israël, parce que Yann n'avait jamais mis les pieds en Israël, donc c'était la première fois qu'il y allait. Donc ton ressenti sur ce pays, ton ressenti sur la culture, et puis le Technion, qu'est-ce qu'il a pour toi, comment tu as trouvé cette institution, où tu peux trouver toi peut-être un retour sur investissement, et comment tu vois l'articulation de partenariat entre ta ville et puis le Technion sur le plan académique tel que nous l'avions défini. Merci Muriel. Effectivement, pour moi, ça a été 2 chocs positifs. Le premier choc, c'est d'aller en Israël. Alors Bussy-Saint-Georges, on est entre Paris et Disney. On est juste en Seine-et-Marne, effectivement, sur une commune nouvelle, assez atypique, puisque 500 habitants en 85, 30 000 habitants aujourd'hui, et dans 15 ans, 50 000 habitants. Donc voilà, c'est un processus assez particulier, et c'est quelque chose aussi que j'ai vu en Israël. On avait vu le développement très fort de l'urbanisme en Israël. Alors c'était un premier choc parce que culturellement, Bussy et Israël, nous sommes proches puisque nous sommes jumelés. Un des tout premiers jumelages avec une ville de Kiryat Ekron, qui est entre Jérusalem et Tel Aviv, pile au milieu.
Une ville nouvelle aussi, qui accueille énormément de personnes aujourd'hui, notamment les Juifs éthiopiens, hein, donc, qui sont reçus dans la ville. Et voilà, Israël, pour moi, ça a été un choc à la fois culturel et à la fois économique, parce que j'ai vu le dynamisme d'Israël en matière économique, qui est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est vrai que de ce choc-là, le deuxième a été celui du Technion. Quand je suis allé au mois de mai, il y a 2 ans, au Technion, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein, mais vraiment pas du tout à ça. C'est-à-dire que vous arrivez... Je t'avais pas bien fait le pitch alors. Hein. Mais entre le pitch et la réalité, souvent, il y a une différence. Et c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que vous arrivez à Haïfa et vous avez une colline comme cela. Et au pied de la colline, vous avez des immeubles de Yahoo, de Microsoft, de... tous les grands majors effectivement qui sont là pour, je dirais, ensuite être en contact avec les étudiants. Et quand on rentre dans le Technion, la première chose qui me frappe, moi, c'est à la fois l'humilité, la décontraction et la joie de vivre des étudiants que l'on a et des enseignants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent sur les plus hautes technologies avec des moyens absolument incroyables et qui sont pourtant d'une humilité et d'une approche absolument incroyable. Moi, je me souviens d'un jeune garçon qui avait un des plus gros budgets du Technion et qui était, lui, à la base, docteur en mécanique. Et Alan Wolf. Et qui travaillait sur les cellules cancéreuses. Et on se dit, comme ça, une approche un peu atypique. Et c'est ça aussi le Technion, c'est-à-dire mettre des moyens humains, des intelligences au service d'une cause. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Et quand on rencontre les étudiants, quand on rencontre les enseignants, j'ai rencontré l'ancien président, et qui, naturellement, effectivement, vient vous voir, vous parle, sont très fiers de ce qu'ils font, effectivement, pour l'humanité, parce que la santé et la recherche en matière médicale, c'est aussi une recherche pour l'humanité entière. Et voilà, donc j'ai trouvé des gens heureux de vivre, j'ai trouvé des gens dans une appétence de l'avenir absolument incroyable. Et quand mon hôtel était à Tel Aviv, quand je suis revenu en famille, et je rencontrais des jeunes, et je leur disais, mais vous avez une joie de vivre absolument exceptionnelle. Et ces jeunes me répondaient en disant, voilà, on a l'impression que peut-être ça sera notre dernière journée, donc on la vit à 100%. Et voilà. Et l'écosystème du Technion, l'écosystème israélien, à Bussy, il a tout son sens, parce qu'effectivement, nous sommes en train de créer une ville à partir d'une page blanche. Nous avions des champs, nous avions des terrains totalement vierges, et nous avons commencé à faire du SimCity mais en réel, c'est-à-dire effectivement comment on réfléchit à l'aménagement d'une ville à partir de rien. Donc il y a eu le RER, il y a eu Disney, l'autoroute A4 qui est arrivée, et donc à partir de ces ingrédients, comment construire une ville et comment construire une ville intelligente. Et donc on a tous les moyens aujourd'hui, tous les ingrédients pour le faire, et on a besoin d'être aidé. Et je pense que le Technion, à Bussy-Saint-Georges, avec une population qui est jeune, sur 30 000 habitants, 50% à moins de 40 ans. Beaucoup travaillent dans le tertiaire et dans l'informatique. Nous avons une société, je dirais israélienne-américaine, qui est le Tech Data. Tech Data, c'est une plateforme de matériel informatique qui fait 2 milliards d'euros de chiffre par an, qui est installée à Bussy. Nous avons des entreprises qui fabriquent les hologrammes sur les billets de banque et sur les passeports. Et ce sont des gens qui me demandent systématiquement et le digital à Bussy. C'est-à-dire qu'ils arrivent à recruter des ingénieurs, ils arrivent à recruter des chimistes, des physiciens, etc. Mais ils n'arrivent pas à recruter dans le domaine du digital. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de locomotive. Et l'objectif avec le Technion, d'avoir une signature Technion, de rentrer dans l'écosystème israélien, pour eux, ça serait une avancée majeure en termes de recrutement, de positionnement. C'est-à-dire de se dire, voilà, demain, je vais faire à Bussy une école internationale qui ira de la maternelle aux études supérieures, avec justement, comme tu disais Muriel, cette notion d'apprentissage de l'entrepreneuriat, le leadership, le droit à l'erreur, l'essai, comment effectivement on arrive à constituer, et cela dès la maternelle. Alors, et donc on peut rentrer dans un système effectivement qui permet à la fois d'aménager une ville, de pouvoir donner une perspective aux habitants et de perspective aux entreprises via l'éducation. Et ça, c'est vraiment le centre de mon action municipale. À partir de l'éducation, à partir de l'enseignement, on arrivera à démontrer que l'on peut faire quelque chose. Et l'exemple israélien, pour nous et pour mes élus, un exemple très fort à suivre.
Je suis très attentive à ce que tu dis. J'ai bien aimé l'analogie entre Bussy-Saint-Georges, tout est à faire. C'est un peu comme Israël, tout était à faire et il y a encore tellement à faire. Et puis, tu disais que tu avais été surpris positivement de voir cette liberté de penser, cette liberté qu'ont les étudiants. Bien, cette liberté, c'est tout simplement parce que le Technion, je dis toujours que c'est un territoire intelligent. Parce que qu'est-ce que c'est un territoire intelligent? Est-ce que c'est véritablement que les innovations technologiques? C'est un territoire de confiance, c'est un territoire de bienveillance, c'est un territoire, je dirais presque d'empathie, où finalement les uns et les autres interagissent ensemble, sans barrière, sans complexe, dans un schéma horizontal, où étudiant peut parler avec son maître de recherche, où son maître de recherche peut parler avec un prix Nobel, où un capitaine d'industrie peut parler à un étudiant. Il n'y a pas cette verticalité hiérarchique. Vous m'entendez bien là? D'accord. Parce que moi, je m'entends mal. Il n'y a pas cette... Merci Yann. Il n'y a pas cette verticalité... Même pas. On entend là, mais... Il n'y a pas cette verticalité hiérarchique. Tout est beaucoup plus horizontal, authentique. Voilà. Et ça, c'est très très important parce que finalement, pour créer, pour innover, oserais-je dire, pour devenir, ne faut pas être libre dans un territoire de liberté psychique qui permet à l'autre de pouvoir conditionner son devenir. Et c'est ça pour moi un territoire intelligent parce que le citoyen, l'humain, devra nécessairement être acteur participatif. Et quand tu parlais de maternelle, c'est exactement ça. Et j'ai des discussions à Paris, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale. Comment faire en sorte dans notre pays, en France, que les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui ont encore ce cerveau malléable, puissent être non pas façonnés à devenir des entrepreneurs. On ne s'improvise pas entrepreneur comme ça. Mais en tout cas, comment stimuler chez eux cette fibre d'entreprenant? Et entreprenant, c'est d'abord et avant tout se connaître soi-même, s'accepter soi-même, et ça passe par de la pédagogie, ça passe par des modules pédagogiques à l'école, par des mises en situation, par des jeux de rôle, le fait de stimuler les enfants à ne pas avoir peur d'eux-mêmes pour ne pas avoir peur des autres, et donc s'engager au sens, j'allais presque dire, existentiel du terme, dans leur devenir. Et c'est ça l'innovation aussi. C'est ça la création, c'est ça aussi le progrès, parce qu'on ne peut pas faire du progrès si on n'est pas fondamentalement étoffé de l'intérieur, et ça commence à la maternelle, et tu as tout à fait raison. Et je clôturerai ce propos en vous disant que le prix Nobel 2011 du Technion, qui s'appelle Danny Schertman, qui a découvert les quasi-cristaux non périodiques, a été un des précurseurs au ministère de l'Éducation nationale en Israël, a créé des modules pédagogiques aux plus jeunes enfants, dans ce qu'on appelle le jardin d'enfants ou les maternelles, pour, j'allais presque dire, à défaut de les condamner à mort, c'est-à-dire, prenez-moi au 4e degré, d'avoir un tracé tout tracé, les condamner à vie, d'être dotés de cet élan vital, que d'abord, en premier lieu, ils s'étoffent pour pouvoir ensuite devenir. C'est un peu viva et devient, quelque part, en faisant référence au film. Donc merci Yann pour ce propos, parce que c'est très important aussi pour comprendre un écosystème. Je dis toujours qu'il faut comprendre sa culture, son contexte culturel et son contexte historique. Sinon, on ne peut pas comprendre. Parce que comprendre les Israéliens, ce n'est pas toujours une chose très facile. On disait que Nevers était la plaque tournante, que c'était le lieu incontournable entre la Côte d'Ivoire, entre le Québec. Je suis ravie, Michel, de t'avoir parmi nous. Donc, j'ai eu la chance de te rencontrer l'année dernière. Ça a été aussi un coup d'amitié magnifique. Et on a décidé ensuite d'organiser, dans le cadre de la mission annuelle de cette année, où Nevers vient de façon régulière, de t'embarquer avec nous. Donc maintenant, c'est aux Québécois que je m'adresse. Et j'aimerais toi aussi, puisque c'était la première fois, avoir ton ressenti et la même question finalement que j'ai posée à nos deux amis. Merci beaucoup Muriel. Alors écoutez, si mon collègue ici de droite a eu 2 chocs importants avec sa première visite en Israël, pour quelqu'un qui vient de l'Amérique du Nord, c'est plusieurs chocs importants que j'ai vécu. Écoutez, d'abord,
du côté du Québec, du côté du Canada, du côté de l'Amérique du Nord, on est des acteurs un peu lointains de toute la situation géopolitique qui existe depuis de nombreuses années. Et bon, sans se sentir loin un peu de cette situation, ça nous préoccupe particulièrement. Vous savez que Israël est un partenaire de tous les instants, autant du Canada que des États-Unis, dans toute cette situation géopolitique. Et quand j'ai eu l'occasion de faire un tour du côté d'Israël, c'est avec beaucoup de curiosité qui m'habitait à ce moment-là que j'ai accepté cette invitation. Bon, d'abord, évidemment, le Québec est plutôt judéo-chrétien, plutôt de religion catholique pour la plupart. Donc, de faire le passage vers Jérusalem dans un premier temps, c'est aussi un peu plonger dans notre histoire, dans notre éducation religieuse, c'est d'aller voir un peu tout ce qui se passe. Et c'est là que le premier choc nous arrive. Autant on arrive dans une ville que nous avons l'impression qu'il y a 2000 ans et que nous sommes il y a 2000 ans. Donc, dans l'ensemble des visites, les différentes cultures, les différentes religions. Et ce passage-là a été, je ne vous le cache pas, assez marquant. Parce que ça nous relate à nous, Québécois, tout ce qu'on nous a enseigné en termes de religion lorsque nous étions jeunes. Alors ça a été le premier choc impressionnant et intéressant. Mais évidemment, l'arrivée au Technion, à Haïfa, c'est là qui était notre objectif premier, c'est d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passait du côté de cette université qui a une renommée mondiale. Moi aussi, j'ai été assez impressionné par tout ce que j'ai pu y voir, mais surtout sur la recherche appliquée. Vous savez, au Québec, nos universités font de la recherche fondamentale beaucoup, font aussi de l'application de leur recherche, donc on passe de la recherche vers l'opérationnalisation de cette recherche, mais ça ne se fait pas de façon systématique. Et ce qu'on a pu constater à ce moment-là, c'est qu'il y a des recherches et des expériences qui ont été réalisées au Technion qui ont des retombées directes. Alors, on parlait évidemment de prendre l'eau de mer pour en faire de l'eau potable. Moi, ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est tout ce qu'ils auront réussi à faire autour de l'hydrogène en particulier. Il y a une université tout près de Shawinigan, à Trois-Rivières, qui travaille depuis de nombreuses années sur l'hydrogène, évidemment, dans le domaine des transports. Et ce que j'ai fait comme constat, c'est qu'il y a des avancées beaucoup plus importantes du côté d'Israël que du côté du Québec. Ce qui m'a aussi fasciné, c'est que la population d'Israël et la population du Québec est sensiblement la même, 8 millions, 8-9 millions environ. Et de voir comment un pays qui est ceinturé comme il l'est présentement, qui est préoccupé à tous les jours par sa propre sécurité, réussit à faire des choses aussi incroyables. Le Québec regorge de ressources naturelles, regorge d'électricité, regorge de toutes sortes d'opportunités, plusieurs universités également. Mais j'ai comme l'impression également que le Québec a commencé à voir le jour aussi, il y a 50, 55 ou 60 ans, avec la mise en place des universités, du réseau universitaire, du réseau collégial, des différents centres de transfert. Tout ça me fait dire que oui, le Québec est ouvert sur le monde et qu'on a tout intérêt à travailler de façon un peu plus étroite. Évidemment, Technion France, Technion Israël, vous avez cette proximité, vous avez une ambassadrice tout à fait exceptionnelle avec Muriel, mais je pense très sincèrement qu'il y a des liens qui doivent se développer aussi. Ça se fait avec Québec, ça se fait à Montréal, mais dans le cadre d'un sommet international sur l'innovation en ville médiane, moi je m'attends évidemment à ce que Israël soit capable de venir faire la démonstration à Shawinigan de votre savoir-faire et que un sommet international sans Israël, à mon avis, il va manquer un petit quelque chose. Alors, je continue à faire les pressions nécessaires à Muriel pour m'assurer que ces gens-là qui nous ont reçus de si belle façon et qui ont tant montré au restant du monde puissent être capables de le faire à l'ensemble des élus du Québec. On sera à tes côtés, Michel. Tu peux me faire confiance de faire le maximum. Pour ça, nous, on a été absolument ravis. Tu parlais recherche fondamentale, recherche appliquée.
Tu as tout à fait raison. C'est le mindset, c'est le disque dur, c'est l'ADN en Israël, finalement, de convertir rapidement la recherche fondamentale au regard de l'urgence. Parce qu'il faut absolument avoir du rendement, il faut absolument valoriser, il faut absolument avoir un retour sur investissement, il faut absolument développer des brevets, il faut absolument vivre sur des royalties. Je salue Joël de René qui arrive lentement. Il est vrai qu'en France, je voulais vous livrer une confidence. Quand je suis arrivée et que j'ai fondé le Technion France en 2002, j'ai fait ce constat qu'en France, entre la recherche fondamentale, c'est-à-dire les chercheurs et la culture du chercheur en France, et le monde de l'économie réelle, il y avait non pas un océan, mais il y avait une étendue infinie. Et il est vrai que sur le plan culturel, ça a été difficile aussi en France, et je crois à mon petit niveau, pour avoir fait beaucoup de pédagogie dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, dans les régions, en donnant des interventions sur cela, comment essayer de rendre compatible le monde de la recherche fondamentale avec le monde de la recherche appliquée, et comment faire en sorte que les chercheurs puissent parler avec les entrepreneurs, avec le monde industriel, sans les considérer comme quelque chose de négatif ou même un tabou. Et ça a été quand même, sur le plan culturel, un vrai sujet à travailler. Et je crois que maintenant, voilà 17 ans que je suis à la tête du Technion France, mais tous les jours est un nouveau jour, je ne m'ennuie jamais. Je crois qu'en 17 ans, j'ai pu constater en France eh bien, cette évolution dans les consciences collectives, de commencer à faire rapprocher la recherche fondamentale à la recherche appliquée, de faire de la valorisation et de faire en sorte que nos chercheurs parlent avec nos entrepreneurs. Alors, je crois qu'on va finir ce tour de table. Ah, Yann, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire un mot par rapport à ce que Monsieur le maire disait et ce que tu disais aussi. C'est que, par exemple, pour l'apprentissage des langues étrangères, moi, dans ma ville, à peu près 40% de la population est d'origine asiatique et le reste, 10% extra-européen. Donc 50% aujourd'hui vient de l'extérieur de la France. Eh bien, l'apprentissage des langues dans l'éducation nationale, on m'a dit non, il faut 8 ans pour que le mandarin soit enseigné dans une classe au collège. Il a fallu 8 ans. Donc je me suis dit, on ne va pas réagir comme ça, on ne va pas attendre. Et c'est là aussi où l'exemple du Technion est important, c'est qu'on va créer nous-mêmes les conditions d'une école privée pour pouvoir effectivement accélérer le processus. Et ce qui veut dire que ce qui va mettre 10 ans pour obtenir une langue, qui est quand même une des langues les plus parlées au monde, le mandarin, eh bien nous, on va le faire en l'espace de 2-3 ans. C'est-à-dire que cette école internationale, aujourd'hui, les investisseurs sont autour de la table. Ça y est, on a fait le tour de table. Les investisseurs sont prêts. Ils sont prêts à mettre 100 millions d'euros sur une école internationale, un campus international à Bussy-Saint-Georges, à une seule condition, c'est que ce soit privé. Donc c'est dommage. Je veux dire, on est sur quelque chose qui est quand même assez dommageable, mais qui va aller très vite parce que ça va permettre effectivement d'obtenir immédiatement l'ensemble des agréments pour y arriver, d'avoir des liens avec l'université du Grand Est parisien pour pouvoir se dire effectivement qu'on est rattaché à quelque chose, mais ça serait même pas obligatoire. Ça serait même pas obligatoire. Donc l'école, l'université privée telle que le Technion, quand on voit son écosystème de fonctionnement, où les enseignants, d'après ce que j'ai bien compris, tu me diras si j'ai bien compris, ne sont pas payés par l'État, créent des sociétés pour pouvoir effectivement vivre et enseigner, et que leurs étudiants, leurs doctorants, sont eux-mêmes dans des startups permettant de faire vivre le Technion lui-même. Donc voilà, donc c'est ça que moi je voudrais pouvoir établir, c'est un écosystème fermé qui fasse que, voilà, on n'est pas forcément à demander des autorisations qui n'arriveront pas. Je pense que pour une université, il faudra au moins 20 ans. Donc là, on sera sur quelque chose, pour moi, de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus performant et surtout de beaucoup plus efficient. Tu pointes un sujet majeur, le problème de la langue, et combien nous savons en France la problématique qu'il y a de l'enseignement, notamment de l'anglais. Alors le mandarin, certes, mais aussi de l'anglais. Alors ce qui n'est pas du tout le cas en Israël, parce qu'en Israël, si on parle l'hébreu, puisque c'est la langue nationale, on parle l'anglais comme on parle l'hébreu. On enseigne l'anglais depuis le jardin d'enfants, l'école maternelle. C'est en effet très important. Alors, petite correction ou rectification par rapport au Technion. Le Technion est un organisme, est une institution semi-publique, semi-privée. Ce qui est semi-privé, ce qui est privé, c'est son écosystème entrepreneurial avec ses 8 incubateurs thématisés et son accélérateur. Et l'État ne fait que financer à échelle de 25% le budget opérationnel
la recherche, les chercheurs doivent aller chercher les financements privés là où ils sont. Autrement dit, un chercheur, et ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, au conditionnement de l'entrepreneur versus entrepreneur. Le chercheur est obligé d'être un entrepreneur avant tout parce qu'il est obligé d'aller chercher l'argent là où il est pour financer son laboratoire, pour financer sa recherche et pour accoucher de sa recherche. Dernier point sur le Technion, je voulais dire aussi, 15 000 étudiants, 30% de population internationale, on parle l'anglais, on parle l'américain, on parle le mandarin, on a beaucoup d'étudiants chinois, on parle l'arabe, 25% de la population internationale est une population arabe-israélienne. On en est très fiers parce que le Technion est définitivement, et je parle sous votre contrôle, un véritable lieu de vie qui conjugue la mixité avec la diversité réussie. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. On n'entend plus. On n'entend plus. Est-ce qu'on entend? Ça marche. On n'entend plus. Qui conjugue, comme je vous le disais, la mixité et la diversité. Donc oui, tu as tout à fait raison. La notion, les langues, l'internationalisation, c'est majeur. On va finir, je pense. Il nous reste combien de temps? Muriel, je ne sais pas. Alors, le dernier mot est pour toi, mon cher Denis. Oui, forcément. Je voulais rajouter quelque chose de très concret. Déjà, on vient d'apprendre, peut-être le savez-vous, la mort de Jacques Chirac, c'est le président de la République. Je voulais juste ajouter, parce qu'il y a aussi des Nevers-sois qui sont présents, évidemment, et qui viennent dans ce salon, puisqu'il est ouvert au grand public. Très concrètement, j'ai parlé des liens que nous avions avec Bethléem, puisque d'ailleurs, nous avions le premier adjoint au maire l'an dernier au CIVIM ici. Mais je voulais également ajouter que voilà, les liens avec Israël, pour Nevers, ils sont très concrets. Ils passent par l'ISAT, l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, que je préside et qui est la seule école d'ingénierie automobile et des transports publics en France, la seule école publique dans ce domaine. Donc l'objectif, c'est que nous accentuions peut-être des échanges d'étudiants et aussi de l'enseignement à distance avec, pourquoi pas, à terme, un double diplôme qui serait aussi soutenu par le Technion. Nous n'attendons que ça avec l'ISAT. Voilà. Donc, je sais, l'ISAT est présent, hein, elle a un stand et j'espère que le directeur viendra, mais enfin, son président est là et je vais y travailler. Nous avons un conseil de surveillance prochainement et ça sera un des sujets qui sera à l'ordre du jour. Et puis, nous étions la semaine dernière encore à Tel Aviv, au DLD, au Digital Life Design. C'est là-bas, d'ailleurs, que nous avions connu SolarITRI en 2016 et si nous n'y étions pas allés, nous n'aurions pas eu l'ITRI, je ne pense pas par hasard en tout cas. Mais je disais cela parce que j'étais aussi accompagné dans ma délégation par une médecin de l'hôpital du centre de l'agglomération de Nevers. Et donc, c'est la deuxième fois qu'elle nous accompagnait puisqu'elle a tenu aussi à visiter le Technion. Et donc, elle est chef du pôle de médecine nucléaire. Il faut savoir qu'à l'hôpital de Nevers, ça se sait peu, nous avons une majorité de matériel conçu à Haïfa, fabriqué en Israël. Les IRM supplémentaires que nous avons obtenus viennent de là-bas, de General Electric, et nous avons dans le même, et nous sommes le seul hôpital en Europe, je peux le dire, nous sommes le seul hôpital en Europe à avoir dans le même service un TEP scan et une gamma caméra qui ont été également conçus en Israël. Voilà, c'est ça la réalité, hein, de l'excellence, de l'efficience, y compris dans le matériel médical. Et donc, nous sommes allés chercher sans doute des technologies innovantes et nous les négocions avec General Electric pour que nous présentions aussi des plateaux haute technologie dans une ville où il n'est pas simple d'accueillir des médecins parce que nous n'avons ni la mer ni la montagne. L'outil technologique que nous pouvons proposer sur certains plateaux médicaux est aussi un facteur d'attractivité pour des médecins qui décideraient de s'implanter à moins de 2 heures de Paris. Voilà ce que je souhaitais dire concrètement pour dire beaucoup plus sur le Technion et Israël, mais en tout cas très positif si on en conclut les choses évidemment sur un plan humain avant tout, parce que c'est les relations humaines qui font tout, et après sur la technologie, parce que le Technion, Muriel le sait très bien, elle l'a dit, c'est l'excellence, et l'excellence, on ne peut qu'essayer de s'en inspirer. Merci, je salue également Joël Doronet qui nous a rejoint pour une conférence cet après-midi, je crois. Absolument. Moi, je clôturerai en disant très simplement d'abord merci à tous les trois. Ça me touche beaucoup de vous avoir eu à mes côtés. C'est vrai que ça a été fait de façon très spontanée, mais finalement, les choses spontanées et humaines sont les meilleures choses. Moi, je dis toujours, voilà 17 ans que j'essaye, et je crois avoir réussi à mon petit niveau, d'associer des univers différents. Et en fait, ce qui m'a fait vibrer tout au long de ces années, la passion que j'y ai mis, c'est finalement d'associer les uns et les autres dans leurs différences. C'est de faire en sorte que finalement,
même si on a des a priori, même s'il y a des choses qui se baladent dans les consciences ou les inconsciences collectives, des archétypes, des idées reçues, il faut aller le voir pour le croire. Il faut ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des uns et des autres dans leurs différences et toujours se dire que finalement, les valeurs universelles telles que le progrès, telles que l'innovation, telles que la technologie, mais aussi l'art, la culture, le cinéma, la littérature, sont tous des valeurs universelles qui nous fera nous réunir dès lors que nous sommes de belles âmes dans nos différences pour nous associer pour le progrès pour tous, partagé par tous et pour aussi surtout le progrès de l'humanité. Et c'est en cela, messieurs, que je vous remercie parce que vous avez fait preuve de cela et c'est très, très, très touchant pour nous. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, allez-y.